à Toulouse, il n'y avait pas énormément de grosses entreprises industrielles, il y avait beaucoup d'ateliers, notamment dans le textile, dans la charpenterie, etc. Nous étions de Jean-Marc Coulier, mon collègue, et de ce syndicat, on montre bien que Toulouse, ce n'est pas du tout des aires industrielles. Et donc, il y a eu vraiment dans le syndicat, jusqu'au moment de la création de la bourse, une soixantaine de syndicats qui se sont réunis. Mais d'après Joseph Manel, il y a eu déjà une union syndicale en 1878, à l'occasion de la première exposition universelle de 1878, la 3, universelle en 1889, vous voyez le mouvement super célèbre de 1889, à Tour Eiffel, et 1900. Donc, à ce moment-là, il y avait déjà un semblant de coordination entre les syndicats. Alors, pourquoi cette coordination? Bien parce que chaque syndicat, bien entendu, avait son propre programme, ses propres pratiques, c'est-à-dire qu'il s'agissait de présenter des revendications, il s'agissait parfois d'organiser des grèves pour obtenir des augmentations de salaire, l'aménagement de du travail, c'est ce qui s'est produit par exemple dans le syndicat de Camino à Toulouse, en 1980, une grève extrêmement longue, et qui a été résolue grâce à Georges, qui à ce moment-là était encore maire radical appelé Lénac, Camille Monac, qui était d'ailleurs qui était bourgeois, à la fois minotier, propriétaire foncier, grève, etc. En fait, Monac savait qu'il avait besoin d'une lutte politique intense à Toulouse, et Monac avait besoin d'avoir une voix dans la classe ouvrière. Donc, il se disait deux éléments. D'une part, sur 36, il y avait 36 élus. Et sur les 36, il était divisé en 4, les 4 cantons, 9 cantons. Sur les 36, il prenait 4 ouvriers, dont certains, d'ailleurs, étaient des révolutionnaires extrêmement virulents. Par exemple, Charles Delphi, malgré son étiquette aristocratique, était très révolutionnaire, il faisait partie du blanquiste. Les blanquistes, c'est les révolutionnaires du 19e qui pensaient qu'il fallait vraiment renverser le pouvoir de la bourgeoisie, établir un pouvoir ouvrier et qu'après on pourrait passer à des réformes, etc. Mais tout le monde n'était pas blanquiste. Il y en avait beaucoup qui étaient plutôt marqués par Jules Guesde et Lafargue, qui eux étaient sous l'influence idéologique de Karl Marx, c'est-à-dire révolutionnaire aussi, mais demandant des délais, demandant une organisation plus, je dirais, paisible, en tout cas dans le temps de l'organisation. Et puis il y en avait qui n'étaient pas du tout politisés, qui n'avaient que des revendications matérielles. Et tous ces ouvriers militants ont eu l'idée de créer des points de rencontre et de se pourvoir d'outils. Alors, le premier objectif des ouvriers, c'était quoi? C'était d'avoir du boulot, c'était de se placer, comme on disait, c'est-à-dire de confronter les offres d'emploi avec les demandes d'emploi. Et nous sommes dans une période de crise lente, de croissance molle, quand elle y était, et souvent de crise lente. Et donc, le but, c'était de mettre en rapport direct les offreurs et les demandeurs. Alors que sinon, c'était on peut dire, des maquignons qui intervenaient et qui servaient d'intermédiaire entre le patronat et les ouvriers, directement.
Ça, c'était l'objectif numéro un. Mais à côté de ça, il y avait d'autres objectifs, en particulier l'objectif éducatif. Hein. C'est-à-dire que beaucoup d'ouvriers, il y en avait qui étaient complètement illettrés. On est encore au début de Jules Ferry, de l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire. Beaucoup étaient complètement illettrés, d'autres n'étaient pas illettrés, mais enfin demandaient des renseignements, etc. C'est-à-dire que dans toutes les bourses qui étaient en gestation, on passait à installer une bibliothèque. Caro vous montrera l'ancienne bibliothèque, telle que nous avons encore des ouvrages de cette époque-là qui sont à proposer. Il y a un exemplaire de l'encyclopédie de Diderot, qui est du XVIIIe siècle, qui avait coûté cher, et qui présente beaucoup de planches, de documents techniques, aussi qu'on oublie parfois. Bon, et ensuite, alors, il y avait également nécessité d'avoir la possibilité de soigner les cas. Donc, très souvent, à la bourse du travail étaient affectés des avocats qui avaient des idées socialistes ou anarchistes, disons, de la gauche à l'époque, et qui soignaient gratuitement les ouvriers qui n'avaient aucune perspective sanitaire. Et également, il y avait des conflits, évidemment, entre les ouvriers et leurs patrons, ou entre telle et telle entreprise et telle et telle autre. Et pour cela, il fallait des juristes. Et par exemple, il y a eu un juriste, dont vous verrez tout à l'heure la photo de l'époque, qui ensuite a eu une carrière importante. Dans les années 1200, c'est pas le bon. La peine importante, c'est Vincent Auriol. Il était pendant 32 années avocat des syndicats de la Bourse du Travail. Voilà. Donc, tout cela fait qu'à partir de 1884, les bourses du travail se constituent dans les grandes villes. Alors, il y a Paris, il y a Vierzon. Alors, où Vierzon a été une des caractéristiques importantes, c'est que l'homme politique célèbre de Vierzon, c'était Édouard Vaillant, qui était extrêmement remarquable, qui était à la fois médecin, architecte, c'était quelqu'un très terne au point de vue orateur, etc. Donc c'était quelqu'un de très solide au point de vue de son savoir et de son engagement, puisqu'il avait fait partie du conseil de la commune. Il avait réussi à être rescapé, parce qu'il y avait beaucoup de fusillés, d'exilés, etc. Et lui-même avait été exilé. Et donc, il s'est attaché à créer cette bourse du travail de Vierzon. Mais après, il y a eu beaucoup de bourses du travail, un peu dans le même esprit de Rounac, si vous voulez. C'était de donner aux ouvriers un petit peu local à eux, où ils se sont retrouvés, et puis après, évidemment, ils ne se trompent pas de bulletin au moment de voter. À ce moment-là, il n'y a pas de loi, ni même d'enveloppe. Bon, alors, donc, la première bourse du travail de Toulouse n'est pas ici. Elle a été rue des Couteliers, au centre de Toulouse. Pas très longtemps avant, en 1889, c'était un local très petit, à l'étage, et qui ne nous donnait pas satisfaction. Et comme Charles de Witt, par exemple, qui était quelqu'un de vraiment très remuant, Charles de Witt réclamait à Renard en disant il faut absolument le bourse du travail, c'est vrai, c'est tout ça. Alors on a dit bon, on va organiser cette bourse du travail, ce vieux bâtiment qui appartenait aux frères, et donc on va créer la bourse du travail ici. Et donc le 17 juillet 1992, inauguration de cette nouvelle bourse du travail, c'est la deuxième. Maintenant, c'est toujours au même endroit. Alors, certains disent qu'ils se sont mis dans l'environnement de la basilique Saint-Cernin,
pour des raisons également révolutionnaires politiques. C'est vrai que l'Église de l'époque n'était pas très favorable. Les premiers syndicats catholiques ont été créés beaucoup plus tard. La CFTC a été créée en 1913. Mais moi, je ne crois pas qu'il y avait simplement la possibilité d'avoir un emplacement central, hein, avec la place Saint-Ernest, et puis la rue qui ne s'appelait pas à ce moment-là la rue Merly, qui s'appelait la rue des 13 Vents. Je crois d'ailleurs que c'était plutôt les 3 Vents, on avait mis les 13 Vents en occitan, 13 Benz. Et donc, il y a eu une grande fête qui a été organisée. Il y avait à peu près 6000 syndiqués, quand même, toujours à l'époque, pour 150 000 habitants. Ça paraît peu, mais c'est quand même significatif. Et présents à ce moment-là, 3000. C'est beaucoup. Et ils étaient attachés dans la cour où nous allons aller, qui est devenue une salle, devenue la plus belle salle. Alors, on a eu. C'est pourtant, évidemment, il a remis solennellement les clés aux responsables de la bourse, puisque la CGT n'existait pas encore. La CGT est arrivée en 1895, au gré de Limoges. Et il a fait le discours, nous en avons illustré tout à l'heure. Il a remis les clés, et puis il avait avec lui son premier adjoint et son deuxième adjoint. Le premier adjoint était un grand maire de Toulouse, complètement oublié, Honoré Serre. Il a été maire pendant 14 ans, et je me reproche d'ailleurs de ne pas avoir fait faire Honoré Serre, qui le mérite largement. Et le deuxième adjoint, c'était Jean Jaurès. Donc Jean Jaurès, qui à ce moment-là avait 33 ans, c'est possible. Bon, alors, je vais lâcher. Alors, ici, pas c'est que Jaurès est venu en ami parce qu'il s'est intervenu dans le rêve Tramino. À ce moment-là, les tramways étaient tirés par des chevaux. Et pour vous dire la violence de grève, il y a eu des chevaux étripés pendant cette lutte qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Parce que le patron, on l'appelait Ponce, on l'appelait l'empereur, il était assez résistant. Alors, les horaires de travail du prix, il faut pas le dire ici à croire, c'était comme ça, c'était 92 heures par semaine. Il réclamait que ça baisse à 67. Ça a été acquis. Moyennant, la commune a certes versé une indemnité temps à Ponce. Bon. Et les ouvriers étaient très reconnaissants à Jaurès. C'est ça qu'on a vu bien avec vous au René. Alors, on va rentrer. Mais au départ, je voulais sortir. Bon, merveille, quand même, bon. Alors, c'est Montariol lui-même, et on est peut-être un peu, si vous voulez, c'est assez sobre et austère par rapport à la vie du patrimoine. C'est vrai. Et puis, il n'y a pas de briques. Il y a du béton et il y a la couleur blanche. Mais je pense qu'on peut repérer quand même d'abord une affirmation très forte du mouvement ouvrier, avec le titre pour ce travail des armes, et également les ferronneries qui sont toujours de qualité à cette époque-là. Alors tout a été fait par des sociétés coopératives ouvrières, des SCOP.
de production, en particulier la société des charpentiers toulousains qui était dirigée par l'ancien syndicaliste Paul Barthes, qui était un véritable chef d'entreprise. Hein. Il y avait également dans le conseil municipal intermédiaire Félix Lavitte, qui était un ancien ouvrier lui-même, mais qui était devenu un coopérateur réputé dans toute la France. Il présidait la Fédération des coopératives ouvrières en production, qui est mort prématurément Félix Lavitte. Il y a un square au quartier Marengo. Et alors, donc pour la décoration, bien entendu, on a essayé de décorer en se référant aux corporations, ou en tout cas, je ne sais plus, mais enfin, il y a des métiers existés. Hein. Alors, vous avez la décoration centrale, qui est, elle, je dirais, généraliste, et qui n'est pas forcément une allusion au moment ouvrier proprement dit. En effet, nous avons 3 personnages, de gauche à droite. Le premier, c'est l'agriculture, c'est le paysan. Il a une pelle, une bêche, et puis le corbeil, le fruit qui est derrière lui. Vous voyez? Bon. Celui qui est au milieu, c'est la science. Alors ça, c'est très intéressant de voir que les syndicalistes de l'époque tenaient à mettre en exergue la science, le progrès, le progrès. Il tient un parchemin, et les livres sont à côté aussi. Et le troisième, c'est l'industrie. Alors l'industrie, vous voyez, il a le marteau, il n'y a pas de possible, il a le marteau, et il y a une roue dentée qui figure un engrenage. Et surtout, vous avez derrière un paysage industriel, des usines avec des cheminées qui s'élèvent, vous le voyez? Bon. Alors ensuite, il y a des métiers. Alors, premier métier intéressant, les métiers du bois, à droite. Charpenterie, menuiserie, bon, il y a trois intervenants ici. Ensuite, je vois tout à fait à droite un bureaucrate avec une nouvelle. Donc, les papiers. Enfin, je dirais que les professions de bureau, intellectuels, etc., étaient à ce moment-là en train de faire le percée. On ne parlait pas d'intelligence artificielle, c'était l'intelligence naturelle. Et vous savez que l'intelligence lui-même a été précurseur de la dactylographie. Bon, oui, parce qu'il y a l'école. Ensuite, je ne sais pas. C'est le métier de fer. Oui, là, c'est la forge. C'est la forge, on voit une enclume. Ce sont les métiers qui étaient très importants. Surtout, il y avait une métallurgie active, plusieurs firmes qui produisaient du fer franchise. Ensuite, nous avons tout à fait à gauche, je ne sais pas. Bon, en tout cas, oui, voilà, tout à fait en haut, c'est un boulanger. Le responsable de la bourse à ce moment-là, c'était Julien Ford, et qui était au départ un ouvrier boulanger. Alors il a connu certainement et ensuite là-haut, je ne sais pas, Michel, certainement aussi le charpentier. Alors, vous remarquez aussi, il y a... Excusez-nous, Rémi, il faudrait faire 2 groupes. Un qui va nous suivre pour voir la radio. Et pendant ce temps, on montre l'autre groupe. C'est une oreille extrêmement pointilleuse,
qui a coûté assez cher, je crois. Hein. Je leur disais qu'un des drapeaux qui était très abîmé, on l'a fait restaurer. Et pour un seul drapeau qui est un peu plus grand que celui-là, on a payé 9400 et quelques. Oui. Non, mais c'est des métiers extrêmement métiers d'art. On attend d'avoir un peu d'argent pour en faire peut-être un autre. C'est doré à leur fin, tout autour ou pas? Pardon? C'est doré à leur fin, je dis tout ça là ou pas? Non. Les lettres, tout ça? Quand elle était plus radio thermique, radio pirate, dans les années 79-80, ici c'était en 80, j'ai dû entendre parler de Radio Quinquin ou Radio Cartier. Voilà. Et donc du coup, c'est l'UDCGT de la Haute-Garonne qui avait décidé qu'il faut parler des luttes, parce que les radios d'État, si je peux dire, n'en parlaient pas, et que nous, on devait en parler. Et donc, on a été, pour ceux qui connaissent l'immeuble Cristal qui est en face des arènes, c'est les camarades qui ont prêté 2 appartements, et on a fait, à partir de là, qu'on a émis la radio. Il faut savoir qu'il n'y avait pas, ici c'est 90.1 maintenant, et à l'époque, il fallait chercher, parce que la préfecture nous brouillait les zones. Voilà. On avait aussi tout un système, 2 appartements, un appartement pour faire du studio, et un appartement pour le service d'ordre et la sécurité, parce qu'on avait peur aussi qu'on ne pique le matériel. Et à l'époque, c'était du matériel qui coûtait très cher, qui n'était pas cher. Voilà. Donc on avait un système, il n'y avait pas de téléphone portable, mais on avait un système, un camarade appelait 2, qui en appelait 3. En moins d'un quart d'heure, on avait plus de 200 personnes en bas de l'immeuble. Alors c'était, comme je vous dis, c'est créé pour parler des luttes, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Mais de suite, on s'est dit, on ne peut pas dissocier l'info sociale de la culture. Donc de suite, et d'entrée, on a eu de la musique classique. Alors, un peu bizarre, parce que chez les prolos, faire la musique classique, ça a choqué certains, mais c'est pas du tout choquant. Et pourquoi aussi? Parce que l'Orchestre Capitole, il y a 80% des syndicats de la CGT, et on a une copine qui venait nous faire de la musique classique sur Radio France. Voilà. Donc ça, c'était quand c'était clandestin, je passe un peu vite, j'ai compris qu'il faut aller un peu vite. On est à la retraite, on a le temps. Et en 81, quand Mitterrand a été élu, c'était sur ça. Il avait promis qu'il libérerait les ondes, c'est tout à fait. Et en 82, on s'est installé à dans la Bourse du Travail. Alors pour dire, la radio, c'est 2 à 3 salariés, 80 bénévoles. On émet 24 heures sur 24, 46 émissions, une quinzaine d'associations très diverses, des associations qu'on peut dire militantes, ça Amnesty International, les droits de l'homme, Mouvement de la paix, France Cuba, et après des émissions qui sont très culturelles, généalogie et d'histoire, musicalement, ça va du hard rock à la baloche, en passant par la musique classique, l'opéra, le jazz et le rock. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a les passeurs du savoir, c'est une bonne émission, animés par Borderie qui est venu, mais il est reparti quelqu'un là-dessus. Si, il intervient souvent et les passeurs du savoir, ça concerne à la fois la littérature, la poésie et l'histoire. Moi, j'ai intervenu plusieurs fois, et on peut voir, comment ça s'appelle, les podcasts. Voilà. Alors, juste, Passeurs et Savoir, ça fait partie des émissions. Les radios nationales comme France Culture, tout ça, on n'a pas à rouvrir. Borderie et mais les invités. on peut écouter donc dans on a toute la Internet, France. je venais aujourd'hui, toutes les émissions qu'on fait se mettent en podcast. Sur Internet, vous pouvez les retrouver. Allez chercher Passeurs de Savoir, c'est une émission sur l'histoire, sur... vous avez la liste sur le site. La radio, on peut l'écouter 90.1, 30 km autour de Toulouse. Mais avec Internet, on peut l'écouter n'importe où. On est international. Voilà. Et on a les podcasts où vous pouvez écouter toutes les émissions. Hein. Les informations sociales, c'est le matin à 8h moins le quart, à 8h30, et 6 fois dans la journée. Si vous n'avez pas écouté, vous allez sur Internet et vous avez un podcast qui fait des informations sociales. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Combien il y a des gens qui écoutent Radio P? Je vous pose des questions, comme ça c'est plus facile. Il y a des gens qui écoutent. Comme on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on en est assez content. En FM, là, sur le Grand Toulouse, il pourrait y avoir 1,2 million de personnes qui nous écoutent. Il pourrait. Le potentiel. Le potentiel, c'est 1,2 million.
on a 630 000 personnes qui nous connaissent. C'est énorme. Oui, je ne sais pas si c'est ça. Et oui, je crois. Non, je vais regarder parce que je dis bonne bêtises comme ça. Non, dans mon élan, voilà, sur 600 000, il y en a 300 000 qui nous connaissent. Ça, c'est la notoriété. Oui, et ça, le directeur c'est considérable. c'est vraiment important pour une radio associative. Et on a 80 000, ce qui est important, qui nous écoutent régulièrement. Et une chose que ne vous inquiétez pas, c'est parce que le journaliste est en train de préparer ce journal pour demain, mais tout ce que vous dites ne sera pas enregistré. Tout sera retenu comme Vous voyez que ce n'est pas un musée, ici c'est quelque chose qui tourne, Et c'est qui vit. Clément Pêche, bizarre nom connu quand même. Ça fait pas de la famille, mais ça fait Clément Pêche. Mais des pêches, il y en a. Bon, des pêches, il ne manque pas, il ne manque pas des pêches. Et donc, attendez, du coup, je me suis un peu perdu. Donc, on est une radio qui est écoutée, mais c'est vrai que c'est de qualité. Autant d'hommes que de femmes. Nos financements, on a historiquement le FSER, qui est le fonds de soutien. Celui-là, Rachida Dati nous a déjà fait en 2 années. Bon, elle est partie, mais je ne m'inquiète pas. Il y a quelqu'un d'autre qui la remplacera. Il fait des dégâts là-dessus, il diminue d'année en année. On a un tiers, c'est un tout petit peu de publicité, très très peu, je savais mes autres. Et après, des appels à projets, des écoles qui viennent faire des émissions ou autres, ou avec la région, ou avec d'autres. Voilà. Et un tiers qui est important, c'est déjà. Voici Daniel. Bon, alors vous voyez, chose étonnante. Ils sont à l'endroit où vous êtes. Moi, c'était deux cours. C'était deux cours, c'était peut-être dans l'autre sens. Là, on ne voit plus rien. Bon. Alors, l'orateur, c'est un syndicaliste, c'est Joseph Pradel. Parle, et on dit à sa droite le maire Camille Ournard et à sa gauche Jean Jaurès. Je crois qu'ils ne sont pas très reconnaissables. C'était le début des photos de presse. Alors, ce que je vais vous dire, peut-être, le discours d'Ournac et celui de Jaurès. Celui de Jaurès, donc vous avez le buste et la citation qui est dans la salle. D'abord, je remarque que je crois que les autres salles sont baptisées par un nom de syndicaliste. Celle-ci, c'est la seule où c'est un homme politique. Jaurès n'avait pas le droit de se syndiquer quand il était professeur. C'est venu bien plus tard. Alors, donc, je vous avais expliqué un peu le contexte. Alors, que dit Camille Ournard? C'est souvent réaliser le désir, souvent exprimé par les amis des travailleurs, qui trouvent juste et équitable que le travail, source de la richesse nationale, puisse, par le groupement de ses forces, faire entendre sa voix, faire valoir enfin ses droits et arriver légalement, sans violence, à cette ère nouvelle de justice sociale que tous ont le droit d'attendre dans la République. Ce sera l'éternel honneur de mes collègues, une joie profonde pour moi, maire de Toulouse, d'avoir assuré la création de cette œuvre de paix et d'intérêt général qui permettra aux revendications de la démocratie ouvrière de se manifester librement, scientifiquement, d'apparaître sous leur vrai jour et d'entrer dans le domaine des réformes pratiques. Donc vous voyez le discours, je dirais, apaisant et un petit peu récupérateur du père Ournac. Certes, je sais que les désirata des travailleurs ne se bornent pas à une bourse de travail, mais c'est par elle que vous pourrez obtenir le complément des réformes indispensables à votre émancipation. C'est par elle qui permet le groupement de vos forces intellectuelles que vous arriverez à la création de ce tribunal arbitral, quand il y a un conflit, pour éviter justement la grève, qui mettra fin à ces crises, à ces différends entre ouvriers et patrons, aussi ruineux pour les uns qui sont préjudiciables aux intérêts des autres,
en même temps qu'ils affaiblissent l'industrie nationale, source de bien-être pour tous. La démocratie est mûre, et ses fruits, si longtemps désirés, peuvent être cueillis. Il en sera ainsi, mes amis, si vous savez être unis, si vos réclamations choisies parmi les plus réalisables sont formulées avec le calme et la fermeté qui caractérisent les causes justes. Donc, vous voyez, le discours de Dournac est un discours, je dirais, rassembleur et mettant en garde contre, puisqu'il y avait eu des grèves à ses portes. Alors, le problème, c'est que, après le discours de Pradel de Joël et de Dournac, on a demandé, avec la foule, de façon spontanée, à demander à Jaurès de parler. Et Jaurès a hésité. Il a hésité. Mais quand même, il est monté sur, je ne sais pas s'il y avait une estrade, il a parlé, pas de micro, en tout cas. Moi, j'en ai pas, mais je m'en passe. Alors, Jaurès consent à parler. Je ne voulais pas parler, parce que j'estime qu'il ne faut pas que la parole soit vaine. C'est une arme de combat dont il ne faut se servir que pour atteindre un but déterminé. C'est cette phrase qui a été gravée dans le marbre au-dessous de son buste, et qu'un buste a été analysé par Nelly Dessau, qui est un collègue spécialiste d'histoire de l'art. Ce buste est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelait Richard et qui était salarié dans une entreprise de production de bustes, de décoration en argile qui se trouvait à Longueuil. Et alors, immédiatement, vous allez penser à Mirabel. Mais non, il n'était pas employé de Mirabel. Figurez-vous qu'il était employé de Boudin. Mais il n'est pas du tout certain que ce Boudin est un rapport. J'ai eu l'occasion de rencontrer Boudin, le nouveau maire, le nouvel ancien maire, ou l'ancien nouveau maire plutôt. Et donc, je lui demanderai, mais d'après les échos que j'ai, c'est pas. Donc, Richard, qui est resté assez peu à Toulouse après, il est parti à Marseille. Mais c'est un buste tout à fait original. Parce que la plupart des bustes que l'on voit ont été dérivés de deux sculpteurs du cru. L'un qui s'appelle Gabriel Pêche, qui n'est pas comparable, mais je reste connaît très bien, qui est amigeois. Et l'autre, Joseph Duquin. Alors là, on voit une famille très importante, des dessins, etc. Et là, il y a un rapport familial. Par exemple, le buste qui est à la base de la salle des illustres, du grand escalier à la mairie, c'est Duquin. Et oui, on va continuer. Non, je lis le discours de Jaurès. Bon. Tu me dis quand il faut changer d'image. Oui. Là, on n'est pas encore à... Non. Alors, je continue l'article de la dépêche, qui datait de 1870, la dépêche. Il définit, Jaurès, le rôle des travailleurs dans la patrie française qui doit être la communauté du génie français. Il définit le rôle de la bourgeoisie qui bénéficie si largement de la révolution de 1789 et qui doit aujourd'hui, si elle veut se montrer éprise de justice, travailler avec les humbles et à leur profit à l'abolition des privilèges. Il rappelle l'exemple de Robespierre et de Saint-Just demandant une meilleure répartition des biens nationaux. Il insiste sur la nécessité de l'union de la bourgeoisie et du peuple qui doivent rester unis de cœur à la patrie et il résume ni isolement ni absorption. Vous voyez, un discours qui est quand même un peu différent de celui de Tournac. Et à la fin de l'année, Jaurès va être sollicité à Carmaux pour affronter, sinon directement le marquis de Solage, mais de ses amis. Et donc, le discours de Jaurès n'a pas été entièrement remporté parce qu'il allait trop vite. Discours que la rapidité du débit de l'orateur nous a empêché de prendre au vol. Allez, on continue. Bon, là,
je montre quelques. Non, mais là, ça va trop vite. Bon, quelques vedettes de ces premiers syndicalistes. Ébrard. Alors, Ébrard, qui était dessinateur, lithographe, il a beaucoup de métiers, de la presse, typographe, lithographe, etc. Né en 1834. C'était un vieux militant. Et ce qui est intéressant dans Ébrard, c'est qu'il avait été membre de la commune. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Vaillard, membre de la commune de Paris. Ébrard, c'était le petit Vaillard à Toulouse. Il avait été membre de la commune du Portal en 1871, qui n'a duré que 3 jours, Oui. qui a eu 0 mort. Alors, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Il n'y avait pas de censure de mieux. Mais, donc, on tenait compte des avis de Ébrard. On continue. Martin Rolland a été, lui, il a été secrétaire de l'UD, tout à l'heure, le camarade de Radio Moupaïs a parlé de l'UD, l'Union départementale, ça veut dire la fédération des syndicats du département. Ça existe toujours, non? Mais après, je parlerai de la CGT. Oui, d'accord. Bon, Martin Rolland, il a eu un rôle national, mais il a été ici secrétaire et administrateur de la bourse pendant 15 ans, je crois, de 1907 à 1923. On continue. Alors, voilà une occasion, le Congrès national des syndicats d'employés. Alors, je n'ai pas vu la date exacte. Hein. Donc, vous voyez, c'est toujours en 1900 et quelques. Bon. Et on continue, je peux y aller. Encore, là, vous voyez comment c'était. Oui. Court. Vous voyez, c'est le Sardin à l'époque. Ah ouais, c'est un Sardin qui est là, il ne bouge pas. On continue. Oui. Non. Alors, là, c'est une grève. Alors, vous voyez que l'entrée était du côté de la rue Merlin. Ah oui. Et là, vous avez un drapeau rouge. Je ne sais pas s'il fait partie de ceux qui ont été concernés. Le point noir. Il y a aussi des drapeaux tricolores à haut. Et bourse du travail. Alors, ça me semble plutôt après 1910. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est les réclames. Eh oui. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Les camarades Ne travaillez pas, il y a vous voyez qu'il y avait un peu de. pas le droit de travailler. Ça, je pourrais Ah oui, mais c'était pas syndiqué. Mais pas de femmes, comment on te fait remarquer qu'il n'y a pas de femmes. Les femmes. Mais non, Alors, il faut c'est savoir un que. charme. D'autant plus que à la manufacture des tabacs, par exemple, il y avait 1000 ouvriers, et sur 1000 ouvriers, il y avait 800 ou 900 femmes. Moi, je l'ai vu fonctionner encore, l'année Il 1930. faut savoir qu'au congrès fondateur de la CGT, dont on n'a pas trop parlé, il faut quand même que vous êtes à la CGT ici, c'est la maison de la CGT depuis 1895, plus même avant. Alors, au congrès fondateur en 1895 à Limoges, il y a eu même une corsettière qui était présidente de section. C'est vrai par contre que, bien que les femmes aient représenté déjà une partie non négligeable du salariat, parce qu'ils travaillaient pour ce qu'on est appelé le salaire d'appoint, il y a eu une très belle conférence ici, il y a quelques jours. Donc, les femmes y travaillaient soi-disant pour le salaire d'appoint, parce qu'elles soi-disant qu'ils n'avaient pas la considération pour travailler pour maintenir la famille, parce que normalement la famille c'était l'homme qui devait la maintenir. Et bien, donc, il y avait très peu de syndicats qui les acceptaient, et leur donnaient la permission de se syndiquer. Un syndicat sur 10 à l'époque acceptait les femmes. Alors, la raison est. Il y avait une raison soi-disant économique. Bon, bien sûr, il y a le patriarcat qui n'était pas mis en avant. On ne disait pas que les femmes ne pouvaient pas se syndiquer parce qu'ils étaient femmes. Ils disaient parce qu'ils acceptaient des
travail à un salaire plus bas, et donc ils n'étaient pas des vraies travailleuses parce qu'ils acceptaient donc, le compromis et travaillaient à un salaire plus bas, et donc ils faisaient le jeu entre guillemets du patron. C'est pour ça que les syndicats ne les acceptaient pas. Voilà. Sachant qu'évidemment les femmes ne pouvaient pas choisir, c'est-à-dire que les patrons les payaient moins pour la ligne, ou comme ça, ou sinon ils partaient à la maison. Mais bon, c'était mieux souvent. Donc il a fallu pas mal de temps pour que les femmes se mettent en avant la CGT, sachant que les femmes de toute façon ils ne pouvaient même pas voter jusqu'à 1944, c'est pas que la CGT. Et après, pour finir, je vous rappelle qu'en 2020, depuis 2023, on a quand même une femme qui est secrétaire générale de la Fédération. Donc il y a eu quand même un travail. Et à ce sujet, je vous rappelle, il dit que Jean Jaurès, dans la dépêche, où il donnait un article par semaine à peu près, en janvier 1907, a publié un article intitulé Les suffragettes. C'était les femmes qui réclamaient le droit de vote, et où il explique qu'il faut que les femmes votent. Ce qui, pour l'époque, à gauche, était très rare. Étant donné que les radicaux, par exemple, et même beaucoup de socialistes, se méfiaient du vote des femmes en disant les femmes sont sous la coupe. Elles votent comme les curés. Voilà, c'est ça. Ça y est, même pas, C'est dangereux. C'est pour ça qu'ils traînaient à tout. Oui, mais Jaurès disait, et c'est possible qu'elles votent pas pour nous au début, mais c'est à nous de travailler pour les convaincre. Voilà. Continue. En tout cas, les statuts, bon, je fais toujours un peu la contrebas parce que Rémi est un historien très connu, mais il fait un peu l'historien, donc il parle des grands personnages. Moi, je fais l'Institut d'histoire sociale. Et il faut parler des gens que personne ne connaît, hein. C'est-à-dire les travailleurs, les travailleuses, pas les grands personnages. Donc, il faut savoir que dans les statuts de la CGT, donc votés en 1895, il y a bien écrit que la CGT est pour les travailleurs des deux sexes. C'est-à-dire, depuis 1945, il est bien précisé que la CGT accepte les femmes et les hommes. Et il y a aussi tout le débat sur les immigrés, évidemment, qui n'a pas cessé. Alors là, je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure, Vincent Rognol, qui est né en 1885. Donc là, il avait 26 ans, et il était l'avocat conseil, il avait l'avocat bénévolement, il défendait les syndicalistes à procès. Ici, Ici, à la Bourse du Travail, il venait régulièrement. Et il y avait aussi le docteur Dubarry, dans un mot, rien à voir c'est éternel. Mais Dubarry a été dans la municipalité de Jean-Rieux en 1912, c'est adjoint, et ils sont dirigeants gratuitement. On continue. Donc, le buste de Jaurès, vous l'avez? Vous l'avez sous les yeux, bon. Précédent, oui. Prenez-le. Bon. Vous voyez, la phrase que j'ai lue tout à l'heure, elle a été gravée, on peut dire, dans le marbre. C'est comme un slogan, un principe important pour les syndicats. C'est pas la peine de faire du marbre, il faut employer les mots où il faut et quand il faut. Voilà. Ce buste a été installé en 1924, donc il est resté pendant 4 ou 5 ans au grand air, à l'air libre, puisque le plafond a été posé qu'en 1930. Ce plafond-là a été posé en 1993. Oui. Là, il y avait même un balcon. Il faut dire, le plafond, il n'y était pas. Oui. Il y avait un balcon dans lequel, parce que là, ici, il y avait une espèce de scène. Oui, donc, on pouvait regarder pratiquement là où il y avait le balcon, maintenant, il y a l'Institut d'histoire sociale et des archives. Allons-y, on continue. Bon, alors là, c'est la grève de gaz et de l'électricité en 1919, où il y a eu aussi beaucoup de grèves de cheminots, avec des licenciements massifs, qui ont été réglés beaucoup plus tard, certains en 1936, encore. Et vous voyez comment la Bourse du Travail
servait de point de ralliement avec l'entrée qui était rue Merly. On continue. Encore des rassemblements, alors là, manifestation corporative et syndicale, on ne précise pas ce que c'est, mais on voit que c'est après 1915. Oui. Au costume. Alors voilà, Étienne Villière au moment de son élection. Et Étienne Villière qui est la première, enfin non, puisqu'il y avait eu Bedou, c'est Rieux, c'est la 3e municipalité socialiste, et c'est celle qui a duré 15 ans. Voilà. C'était une municipalité qui comportait un pourcentage important d'ouvriers et d'employés. Hein, parce que Villiers était devenu professeur de sténo, d'antino, il avait même fondé une école qu'il a laissé gérer par sa femme lorsqu'il était maire, il était d'une intégrité totale. Mais c'est l'époque où le Parti socialiste embrayait directement sur la classe ouvrière. On continue. Ça c'est, certains d'entre vous l'ont connu, ça c'est ce qu'on appelait l'enquête autour de cette jeunesse. C'est pas. Pour montrer que c'était au cœur de la vie toulousaine. Alors, la précédente, je pense que c'était à l'occasion de l'inauguration sans doute de cette bourse de travail, avec des responsables importants de la CGT. Le plus important, c'était Léon Jouot, qui se trouve, le petit, c'est le boulanger, c'est Julien Ford. Alors, Julien Ford a été, je dirais, un fidèle absolu de la CGT, puisqu'il est toujours resté à la CGT à travers 2 scissions. Une en 1920, c'est la CGT-U qui a rassemblé les militants plutôt influencés par le Parti communiste, et la CGT qui se voulait totalement indépendante, mais qui était quand même plutôt proche de la SFIO, du Parti socialiste. Et Ford, lui, il est resté à la CGT, alors qu'il avait des tendances un peu libertaires. Ensuite, Léon Jouot, et voilà, c'est Cazeneuve qui étaient des responsables syndicaux ici. Ils étaient bien habillés à l'époque. Les chaussures étaient briquées. Forg a vu 2 scissions de la CGT. Il a eu celle de 1920, mais il a vu celle de 1947. Alors, celle de 2021, parce que c'est allé un peu vite, je ne sais pas si tout le monde connaît la CGT. Mais 2021, c'est la scission entre ceux qui soutenaient la révolution bolchevique et ceux qui ne la soutenaient pas. Il est plutôt comme ça, communiste, socialiste. CGT-U, mais la CGT-U a fait partie de la CGT après, comme la CGT. Oui, c'est différent de la scission de 1947, où en 1947, il faut, Force ouvrière était un journal, non, au départ. Donc c'était un courant de la CGT, c'est parti complètement, il n'est jamais plus revenu. Avec Jouot. Avec Jouot. Mais Ford est resté à la CGT. Après, 2 scissions. La deuxième est celle qui après ne s'est jamais. Alors, on continue. Alors voilà Léon Jouot, majestueux, dans son bureau à Paris. Qui a été à la CGT depuis 1909. Lui, il a été secrétaire général de 1909 à 1947. Mais c'est le premier président du Conseil économique et social. Si oui, mais on ne peut pas s'arrêter. Sinon, on va pas se sortir. Ça, vous étudiez l'IHS et la. On continue. Bon, alors, Omer Bedel, lui, il a été le trésorier de l'UD pendant très longtemps. Il a même été adjoint au maire après la mort d'Étienne Villière, dans les années 35 à 40. Alors voilà le schéma, vous voyez, c'est assez différent quand même. Avec l'entrée rue Merly a été conservée, là, donc il n'y en a pas. Mais on voit le style un peu géométrique qui caractérise le modernisme pour ce travail.
Et voilà la première pierre qui est déposée en 1929. Et l'orateur, c'est Étienne Billière. Alors là, il doit y avoir Ford dans la... Et peut-être Cazeneuve, comme on dit tout à l'heure, en fait, on ne connaît pas plus. Bon, voilà. Alors, c'est fini, ça c'est l'ancien de beau. C'est fini. C'est fini. Bon, fini. Alors, je voulais insister sur des, avant de donner la parole à Carlo, sur les grands moments de cette maison. On peut parler de 1936, où il y a eu le congrès justement de réunification CGT-CGTU à Toulouse. Alors, il n'a pas eu lieu ici, il a eu lieu à la salle Mermoz qui venait d'être construite au Ramier. Vous pouvez y aller, vous pouvez le voir avec la grande frise qui domine, qui symbolise aussi le peuple, etc. Et la piscine qui a été réalisée en 4 mois. C'était également, l'architecte, c'était toujours Montariol, l'architecte municipal. Donc, en 1936, il y a eu quand même beaucoup de réunions ici, etc. Il faut rappeler qu'en 1936, le nombre d'adhérents à la CGT Haute-Garonne est passé de 12 000 adhérents à 40 000. Et toutes les grèves où Toulouse a joué un rôle important parce que c'est parti dans l'aéronautique, hein, où il y avait déjà des usines aéronautiques, l'antiquaire, les robotiques, etc. Bon, deuxième étape. Non. Ah, c'est votre pub qu'on fait là. Votre publicité. Non, mais c'est fini. Alors, entre 40 et 44, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très important, parce que le gouvernement de Vichy a décidé d'étouffer un peu ou de contrôler les syndicats avec une charte du travail, etc., qui n'a pas été adoptée ici. On n'a pas voté cette charte, mais Ford a dit on va continuer quand même à rester à la bourse et à faire vivre les syndicats. Et en même temps, il a déclenché, il s'est occupé de fédérer le mouvement de résistance. Le premier mouvement de résistance autour de Ford, qui était aussi branché un peu sur Jouot, qui était réfugié dans le Lot à ce moment-là, a été installé et Ford est resté. Il a fini par prendre le maquis tout à fait à la fin, en 1944, mais il était quand même présent et beaucoup de réunions de résistants avec Nave aussi. Je ne vais pas citer Raymond Nave, qui a été déporté et qui est mort en déportation, qui devait être maire de Toulouse et qui venait donner des cours gratuits ici, qui était un grand intellectuel, spécialiste de Voltaire à l'université. Tout ça, c'était un milieu résistant. Et même, il est probable qu'à cette époque-là, Georges Ségui, qui était apprenti imprimeur, les frères Lyon, à côté de la place du Puy, il est probable que Georges Ségui est venu à la bourse à ce moment-là, mais a fréquenté Ford et la bourse. Voilà. Et le troisième mouvement, c'est évidemment 1968, où là, on avait à la fois l'université qui était au bout de la rue, un peu au bout de la place, et le mouvement ouvrier, les luttes ouvrières, qui étaient ici, centralisées ici. Donc, je crois que c'est une maison qui, d'un point de vue du mouvement social, a été particulièrement fertile, je dirais, à Toulouse. Bon, alors maintenant, Carlo, si tu veux nous parler de l'IHS. Alors, donc, je vais dire rapidement, d'abord, je vous remercie d'être là déjà. Et je vais dire quelques mots. Je pense que d'abord, je vais situer un peu l'IHS et tout l'histoire sociale à l'intérieur de l'histoire de la CGT très rapidement. Donc, on a dit que la CGT a été fondée en 1895 par une mouvance politique que Léni connaît très bien, mais qui n'a pas cité, que c'est celle du syndicalisme révolutionnaire. Et donc, l'idée c'était de fournir à la
curieuse instrument pour se libérer de l'aliénation, hein, comme on dit, de se libérer du salariat. Alors, et c'était depuis le début, il y a eu donc l'union, à l'époque, il y avait deux grandes structures que représentaient la classe ouvrière, c'était l'association des bourses du travail, qui était dirigée par et après, il y avait les syndicats professionnels. Donc, au début, donc en 1895, on a fait une union partielle des structures, donc des bourses du travail et des syndicats professionnels. Cette union s'est complétée en 1902 au congrès de la CGT de Montpellier en 1902, dans lequel on a fusionné les deux structures. Donc, depuis, la CGT maintient toujours les deux structures, c'est-à-dire une structure professionnelle avec les fédérations et une structure géographique avec les anciennes bourses de travail qui sont, en 1914 se sont transformées en ce qu'on appelle l'union départementale. Donc, la CGT a une double structure, c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, vous êtes dans le siège donc, de l'union départementale de la CGT, c'est-à-dire le regroupement de tous les syndicats du département. Chaque syndicat doit être associé ou à une fédération, associé à la fois à une fédération et à une ville. Il y a le double structure. Alors le but de ça était simple, parce que le but des syndicalistes révolutionnaires était de prendre le pouvoir par la grève générale. Ils avaient payé tout ça, ils avaient même... Et donc si vous voulez faire la grève générale et prendre le pouvoir, il ne suffit pas que la grève soit faite par une seule profession, il faut qu'il soit fait par toutes les professions partout en France. Il fallait automatiquement une organisation en double. Donc, précisez bien que donc à l'intérieur de cette structure, donc, il y a eu plusieurs. Donc c'est en 1914 dit que la CGT s'est structurée comme aujourd'hui. Après, je ne vais pas rentrer dans les décisions, partitions, ce qui est quelques mots, il y a eu encore quelques mois. Donc en 1895, j'ai eu quelques petites questions. Donc c'est la première confédération fondée. Évidemment, il y avait aussi déjà des syndicats de filiation catholique, parce que depuis l'encyclique du pape Léon XIII, qui s'appelle De Rerum Novarum, l'Église aussi, il a eu une unité sociale, c'est-à-dire il a entré dans le social. Et ça, c'est en 1919 qu'on a eu la CFTC. Ça explique pourquoi à la Bourse du Travail, qui est un monument historique, on a dit, il n'y a que la CGT. À l'époque, quand on a été construit, la seule confédération était. C'est deux grandes filières du syndicalisme différentes, celle donc de la lutte de classe, CGT vient de la lutte de classe, et celle du type catholique qui vient c'est qui vient de ce qu'on appelle la paix sociale et l'encyclique papale. Depuis la CGT, on a eu l'FO aussi, et depuis la CFDT, on a eu la CFDT et Sud. Ça explique bien pourquoi ici il n'y a que la CGT. On voit bien le fait que la CGT était quand même massivement l'organisation dominante, c'est qu'en 1936, lorsque Léon Blum a réuni en catastrophe le patronat et les syndicats aux accords Matignon, qui sont très importants, il n'y avait que la CGT. Et en 1968, par contre, il y avait Georges Segui, Jean Descartes. Voilà, il y avait la CFDT qui a été fondée en 1964. Et Bergeron, le FO. Voilà, bien sûr. En 1964, la CFDT a été une scission à l'intérieur de la CFTC, donc le syndicat. Alors, ça, c'est juste pour donner une idée. Alors, Rémi vient de parler de Georges Segui, qui a été donc était un des plus jeunes, sinon le plus jeune déporté en 17 ans, il a été déporté voilà. Et donc elle a été Révénin était cheminot, donc et elle a fait tout ce qu'il fallait pour être secrétaire de la Confédération jusqu'en 1982. Quand il a laissé sa place de secrétaire confédéral, il a fondé l'Institut d'histoire sociale. Et l'Institut d'histoire sociale,
très simple. Donc, ça peut être représenté dans la devise de notre institut départemental, c'est l'histoire des travailleurs et des travailleuses par eux-mêmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous devons recueillir les témoignages du travail, c'est-à-dire l'histoire des travailleurs et des travailleuses, et de garder et qu'on puisse nous-mêmes nous puissions faire notre propre histoire. Donc, ce n'est pas l'histoire des rois ou des présidents de la République, c'est l'histoire des travailleurs et des travailleuses. Et donc, évidemment, des mouvements sociaux, de la CGT. Nous ne faisons pas que. Voilà. Donc, dans ce cadre de maintien de témoignages, de garder les témoignages de la lutte sociale, et les mouvements sociaux, nous, effectivement, gardons aussi du patrimoine qui est à la bourse du travail. Alors, bon, nous faisons des conférences, nous publions des bulletins quand on a la force de l'écrire, nous faisons pas mal de choses et nous gardons aussi le patrimoine. Alors, dans ce cadre du patrimoine, nous avons ici le meuble et l'objet le plus ancien qui a été parce qu'il a été commandé en 1892, c'est-à-dire les ouvriers, parce que c'est ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que beaucoup de choses qui sont ici ont été faites par les syndicats même, par les ouvriers, les ouvrières, les travailleurs eux-mêmes. Donc, cela était à l'époque de 200 francs, c'est le bois qui était 200 francs. 1992, a été construit donc par les camarades de la CGT. Et vous voyez en haut, il y a le symbole de la CGT qui est bien-être et liberté. C'était parce que, voilà, il est écrit par là, donc au début, effectivement, ça est toujours la devise de la CGT, c'est bien-être. Donc, cette bibliothèque a toujours été ici. On a des photos, là on les a enlevées la photo, et donc toujours rempli de livres, parce qu'il faut savoir, comme Rémi l'a bien dit, ici on a fait pour longtemps, jusqu'à peu avant la Deuxième Guerre mondiale, on a fait les cours professionnels. Pour deux raisons. Une, c'est parce que l'État ne le faisait pas. D'accord. Donc, ça a été, les cours professionnels étaient très tard, c'est-à-dire que vraiment, les ouvriers et les ouvrières devaient se faire. On a eu, parce qu'il a parlé de femmes, on faisait des cours aussi pour les femmes, hein, parce que pour qu'elles puissent rentrer dans les métiers un peu plus féminins, comme on disait avant, dans les usines, les textiles, tout ça. On a des magnifiques photos donc, de femmes qui étaient dans la cour qui prenaient les cours. Donc, et deuxième raison, mais que je viens de préciser bien, parce qu'il faut quand même qu'on connaisse l'esprit de la maison un petit peu, c'est parce que vu que la classe laborieuse devait prendre le pouvoir, donc nous devions être capables de nous donner les cours nous-mêmes. Donc l'idée c'est que les ouvriers devaient apprendre aux ouvriers à travailler, parce que par exemple, un jour, les usines, tout ce qui est les moyens de production, ils seraient propriété des ouvriers même. Donc il n'y avait plus de maîtres. Il faut savoir qu'on avait mis la bien dit que Jaurès, par exemple, n'a jamais été à la CGT, tout simplement parce que tout ce qui était le fonctionnariat n'était pas mis à la CGT. C'est arrivé très tard, parce que les fonctionnaires étaient considérés, vu qu'ils travaillaient pour l'État, ils étaient considérés comme, je ne dis pas des ennemis, mais quand même, les gens ne pouvaient pas trop se fier parce qu'ils avaient juré fidélité à l'État, pas donc à la classe ouvrière. Je suis moi aussi professeur à l'université, donc je peux dire du mal. Et à quel moment sur le point? Après, ça a été une longue histoire, je pense que c'est vers les années 20-30, il y a des livres entiers écrits sur ça. Petit à petit, c'est surtout les instituteurs, les institutrices qui ont porté ça. On avait l'utilité, on a vu que les instituteurs, les institutrices faisaient vraiment un travail social. Donc on a compris qu'ils étaient disons, du côté du peuple et pas du côté de l'État. Il faut savoir que la CGT a été fondée, comme j'ai dit, par les syndicalistes révolutionnaires. Donc c'est internationaliste depuis au début. C'est pour ça qu'on ne s'appelle pas la Confédération, on aurait pu s'appeler la Confédération française du travail. Et non, parce que ça a été une discussion au congrès original. Général, pour dire que le mouvement n'importe qui, d'ailleurs, moi je ne suis pas français et j'ai été secrétaire du syndicat depuis
personne n'a jamais demandé la carte de passeport. C'est Apartiting, la CGT, donc, Rémi a beaucoup parlé des partis, mais la CGT est née comme Apartiting. Depuis le début, les partis anticipent qu'on ne peut pas amener la carte de son parti à la CGT. Et c'est ça, c'est très important, l'autonomie, la charte d'Amiens. Bon, je reviens et donc parmi le patrimoine que nous avons dans la bibliothèque du 17e district, nous avons donc des livres, vous pouvez voir, et ces livres techniques, tout ça que nous conservons, parce qu'effectivement, on faisait des cours techniques ici, et on a aussi, comme l'a dit Rémi, on a l'encyclopédie de d'Alembert. On ne sait pas trop, on n'a pas trouvé des documents qui justifient comment il est arrivé ici. Et on la voit déjà dans les photos les plus anciennes de la bibliothèque. Alors, Rémi, il pourra dire ça beaucoup mieux que moi, parce qu'il est une historienne comme moi. Mais, par exemple, même dans les écoles en Italie, il y a pas d'années, on étudiait l'encyclopédie parce que c'est la première fois dans laquelle le travail manuel est mis en avant. C'est ça, c'est la première fois que l'oisiveté des nobles est mise de côté et on préfère mettre en avant la capacité technique et le travail manuel. Donc c'est pour ça probablement que c'est un ouvrage qui a sa place aussi à un niveau de travail. Par contre, malheureusement, on n'a plus trouvé les planches. Non, les planches, c'est-à-dire que les planches s'il y était, ils sont partis, mais depuis des années. Ou alors on ne les a jamais achetés parce que c'est. Voilà. Donc, je vous ai un peu raconté l'histoire si vous avez des questions. Ça, c'est un original. Bien sûr, de 1770, c'est la troisième édition. C'est l'édition imprimée à Genève. Vous pouvez la venir. C'est imprimé à Genève, donc c'est 35 volumes et c'est la première édition dite économique, dite populaire si vous voulez, entre guillemets, quand on veut parler. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas les deux, c'est la troisième. Il y a eu 2 éditions à Paris, ils étaient plus destinés à. Et après à Genève, on a imprimé une édition à un prix un peu plus bas qui pouvait circuler. Et c'est l'édition de Genève. C'est 1777. Donc c'est la troisième édition. Ah, l'IHS, pardon, j'avais commencé. Non, très rapidement, donc c'est Segui en 1982 qui a fondé l'IHS au niveau national et après ça a été décliné dans les régions déjà. Donc en 1984, on a fondé l'Institut régional de l'histoire sociale qui est une siège de Saint-Cyprien. Et après, en 2008, on a décliné ça aussi dans les instituts départementaux. Alors, il faut savoir que l'organisation de la CGT, ça reste une organisation de type anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de hiérarchie. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'institut régional n'a pas de pouvoir sur les départementaux, donc c'est toujours les instituts départementaux qui vont collaborer avec l'institut régional. La structure de la CGT, c'est que les syndicats, les structures de base sont plus importants que la structure c'est-à-dire que si par exemple, vous voulez déclarer la grève générale, ce n'est pas Madame Bielli l'a dit, Madame Mandinet le dit, parce que les journalistes mais comme vous ne déclarez pas la grève générale, c'est ce qu'elle ne peut déclarer la grève générale, parce qu'il y a une grève générale et ça doit être chaque syndicat de base qui veut faire la grève et ça remonte. Donc les structures de l'Institut d'histoire sociale, c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a un institut régional, un institut départemental doivent demander à quoi faire, mais chaque département a son activité. L'institut régional a une activité qui concerne des thèmes plus fédérateurs. C'est fait tout un grand mouvement qui remonte jusqu'à l'Institut national qui est à siège à Montreuil.
le but initial, c'est de recueillir des témoignages Oui, c'est ça, des c'est acteurs féministe, de la vie syndicale et sociale. c'est l'histoire racontée par les travailleurs et travailleuses. Nous hésitons, par exemple, des recueils de témoignages sur le travail. Là, vous avez si vous voulez, on a fait nous aussi, on a édité. Ça, c'est le livre de Bagui. Ça, c'est le livre de Bagui. Mais plus récemment, on a édité, par exemple, un livre qui s'appelle Parole de syndicaliste, que, si vous voulez, Et exemplaires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est et qu'on l'accueil, travaille oui, avec des professeurs d'université. oui, bien sûr. Genet, Siro, qui sont des grands Voilà. professeurs. Denis Wesch, disons qu'il n'y a pas de contradiction, c'est juste que l'Institut est fondé pour accueillir, pour garder la mémoire des luttes ouvrières, des luttes des mouvements sociaux, des travailleurs, des travailleuses, des drapeaux, les choses qui, aujourd'hui, tu me corrigeras, mais aujourd'hui, l'historiographie des historiens, ils ont évolué, mais Bien sûr. il y a à mon époque, il y a 50, 60 ans, en Italie, l'histoire était les papes, les empereurs de Rome, les rois de Rome, les empereurs, les papes, les rois d'Italie, et après, c'est tout. L'histoire des mouvements sociaux, c'est une image. Bon, on a étudié quand même la commune de Paris. Apparemment, aujourd'hui, les étudiants ne le font plus, mais des étudiants en physique qui ne connaissent pas la commune de Paris. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être, d'historiens comme toi, ils ont changé un peu la vision de l'histoire. Mais Oui, mais quand j'étais jeune, on a étudié que ça. il y a En des Italie, on thèses. étudiait les rois de Rome d'abord. Après, on faisait les empereurs, on faisait les saints. Voilà. Donc, San Tommaso d'Aquino, toute l'histoire de San Tommaso d'Aquino, après, les rois d'Italie. Voilà. Je crois que ici, ce qui a été intéressant, c'est de recueillir beaucoup de témoignages des réfugiés espagnols. Je suis certain que dans l'auditoire, il y en a plusieurs qui descendent de ces gens qui ont été meurtris et qui sont des héros aussi, parce qu'ils ont résisté à Franco. Et je crois que là, c'est quelque chose d'important. C'est une page de l'histoire d'Espagne et aussi de l'histoire de France, parce que finalement, la guerre d'Espagne, ça a été le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très important que les études soient faites sur ce sujet. Je connais plusieurs professeurs comme Henrique, comme Benassar, Vargas, Godichot, qui vient de sortir un bouquin magnifique sur la guerre d'Espagne. Donc, je crois qu'il y a une interaction entre l'histoire de la base et celle qui peut se faire aussi à l'université. On a intérêt à mélanger les deux. Il y a beaucoup de témoignages sur le travail des femmes aussi. Que ce soit un travail sérieux, qui sortent uniquement le témoignage est intéressant, mais il faut aussi le synthétiser à un moment donné et l'utiliser pour voir s'il y a justement des divergences d'interprétation, des conflits d'analyse, d'historiographie, qui font que l'histoire se renouvelle. Pigeonnet, par exemple, dont je parlais, il a travaillé sur les cahiers de doléances qui avaient été faits en 1945. Personne n'avait traité ça. C'est intéressant. Il y en a qui ont travaillé sur les gilets jaunes. Encore des doléances. Aussi les témoignages des gens qui travaillent dans le livre que je vous ai parlé, Parole de syndicaliste, il y a des gens qui se retrouvent dans un comité technique, un comité devant le patron, il ne faut pas la main du patron. Ça, c'est le témoignage de l'histoire vécue des gens. Il n'y a pas que l'histoire noble, il y a aussi l'histoire des gens qui se retrouvent, une femme qui se retrouve par exemple devant un 40 hommes, il doit parler à son patron, pour dire, je ne sais pas quoi, que l'usine va mal, ils ont des problèmes. C'est des vrais témoignages du monde du travail, de l'histoire
noble, parfois négligé. L'IHS est ouvert aux gens qui sont extérieurs au syndicat. Oui, alors l'IHS est en état, nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes une association loi 1901, donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas si vous n'avez pas une carte, si vous n'avez pas la carte CGT, le conseil d'administration il se réunit pour voir Le site IHS, Institut d'histoire sociale. D'histoire sociale. C'est bien sûr parce que la CGT, nous acceptons tout le monde, sauf ceux qui font de l'action politique ouvertement pour les extrêmes droites. Donc, si on n'était pas à la CGT, nous réservons quand même la possibilité de refuser des gens qui viennent de l'extrême droite. Ou alors des gens qui ont des problèmes au niveau des violences sexistes et sexuelles. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez Si vous êtes intéressé, je peux adhérer, vous de même, vous pouvez adhérer aux amis de Jean-Est. Vous avez la secrétaire, vous inscrire. Voilà. Bon. On va procéder à la Derrière dislocation. l'écran, il y a on me demande ce qu'il y a derrière l'écran. Est-ce que tu peux lever s'il te plaît l'écran? C'est un. Ah oui. Montez le. Pour qu'ils voient le tableau. Alors, celles qui veulent Radio Mumbai, là, je dis aux camarades Tu peux mettre l'ordinateur. Si vous les gardez bien, on voit l'histoire de la et société. au niveau architectural, c'est Madame Furnemont. Il y a deux tomes intéressants, Toulouse Art Déco et les bâtisseurs toulousains, Ontario. C'est vraiment des bouquins, des albums magnifiques et très bien commentés.